mais Raphaël Glucksmann arrive en tête. Oui, devant François Ruffin, François Hollande, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon est loin. En revanche, il est en tête dans les personnalités les plus détestées par les Français. Et il fait partie, effectivement, quand on regarde le pourcentage de gens qui ont une très mauvaise opinion des uns et des autres, Jean-Luc Mélenchon doit être à 34 ou 35, et comme Emmanuel Macron, et Marine Le Pen est à 30. Donc ça permet de voir que le rejet de Jean-Luc Mélenchon est très important. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe depuis une semaine, c'est qu'on est dans une campagne de second tour. Et l'échec du camp macroniste, c'est justement de ne pas réussir à imposer une campagne de premier tour. Et donc là, on joue déjà les duels RN gauche du second tour, Bardella en ciblant évidemment la France insoumise, et ce qui est problématique pour la gauche, c'est effectivement que plus Jean-Luc Mélenchon se montre, plus il affaiblit les candidats, notamment LFI, dans la perspective d'un second tour face au RN. Oui, mais est-ce que plus aussi il se marginalise ou pas, à gauche? Par rapport à qui? Est-ce qu'il se marginalise, Jean-Luc Mélenchon, progressivement? Question difficile. Faut se méfier. Parce que en 2022, après l'élection présidentielle, il utilise cette carte de Matignon pour maintenir la mobilisation de son électorat. C'est Élisez-moi à Matignon. Parce que dans le prolongement de la présidentielle, il y a un peu de relâchement. Il avait peur que ses troupes se dispersent et se mobilisent moins. Il y a sans doute aussi dans sa déclaration une façon de s'adresser à son électorat pour qu'ils aient fait grossir les troupes de LFI à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il se marginalise. Par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, cette charte de l'antisémitisme là, qui a été rédigée par Raphaël Glucksmann et partagée par les écologistes, les socialistes et les communistes. Pourquoi elle est très large. Hein. On sanctionne des candidats ou des élus qui seraient, en gros, je résume, ambigus avec l'antisémitisme. Pourquoi ils ne signent pas ça ? C'est assez invraisemblable. Et c'est affaiblissant dans les débats qui vont venir. Oui. Là, d'une certaine manière, je ne vois pas ce que vont répondre les deux porte-paroles des Insoumis dans les deux débats qui arrivent. À nouveau, LFI à bon dos, parce que vous avez raison, c'est étonnant qu'ils ne signent pas cette charte, mais c'est aussi étonnant de la part de Glucksmann, du PS, etc., de s'allier à un parti qui n'est pas prêt à signer cette charte. Donc ça va dans les deux sens. Et à nouveau, sur est-ce que Jean-Luc Mélenchon se marginalise, je pense qu'on a tendance à oublier ces dérapages au fil des années qui sont tous oubliés et tous pardonnés. En 2012, il décrivait la communauté juive comme une communauté arrogante qui fait la leçon au reste du pays, on a oublié. En 2022, il refusait de reconnaître sa défaite au présidentiel, on n'en parle plus, on a oublié, et la gauche est prête à se réallier avec lui. En 2023... En 2017, il avait refusé la défaite pendant quelques jours. En 2023, il l'appelait aux émeutes. Pendant les émeutes, il a tisé la violence et il refusait d'appeler au calme. Et en 2024, il fraye avec l'antisémitisme, avec l'obsession il a fait du carburant de l'antisémitisme un carburant électoral. Donc on dit est-ce qu'il se marginalise, mais j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans qu'on dit ça. C'est le phénix qui renaît toujours de ses cendres. En tout cas, c'est ce qu'il a fait jusque-là. Il a un talent fou quand même. Mais il renaît de ses cendres, notamment parce qu'à gauche, on est prêt à oublier tout ça et à s'allier avec lui. Donc c'est aussi à cause de la compromission morale de la gauche. Hypothèse, c'est pas celle qui est pour l'instant privilégiée dans les sondages, mais l'Union de la gauche arrive en tête à l'Assemblée. Et donc est en mesure de proposer un Premier ministre et un gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Luc Mélenchon là, avec son 7%? Il soutient la gauche? Il participe au gouvernement? Il se retire complètement? À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il s'oppose aux sociodémocrates. Il s'oppose aux sociodémocrates et il fait exploser l'alliance dans la seconde. Il n'est pas question il exige que ce soit les Insoumis qui désignent le Premier ministre. Voilà. Il ne peut pas faire un soutien sans participation? Non, comme on dit? Oui, à la mode du Parti communiste en 1936, mais par exemple. Je crois pas trop parce que c'est pas son intérêt. En tout cas, il posera ses conditions et il posera des conditions telles qu'elles ne pourront pas être acceptées par les sociaux-démocrates. Mais si vous voulez, la force de Mélenchon, c'est quoi? C'est qu'il les tient électoralement. Il faut bien comprendre que ces accords qui sont des cartels électoraux, tant que celui de 2022 que celui de 2024, sont des accords de survie pour les partenaires de la gauche. Parce que c'est lui qui a le rapport de force le plus favorable électoralement. Quelle est la ressource de la gauche si Emmanuel Macron fait péter l'accord alors qu'ils sont en position de gouverner? Vous pensez qu'il le fera, François-Xavier? Ils sont en situation de gouverner, ils ont une majorité non, mais il faut bien comprendre que très fort. Jean-Luc Mélenchon n'a aucun intérêt au bon fonctionnement des institutions de la Ve République. Oui, mais une fois qu'on est près du pouvoir...
on veut le prendre, non? Mais non, pas dans ces conditions. Ça ouvre la porte au scénario belge pour Emmanuel Macron. Ce qu'il recherche, en réalité, c'est une coalition. Donc, oui, elle décrocher les sociodémocrates. Ça pourrait profiter... Mais c'est ce que... Pour rester sur Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que même s'ils sont en porte du pouvoir, il refusera de le prendre? Alors, vraiment, n'oubliez pas que Jean-Luc Mélenchon... Si c'est pas lui qui l'exerce, de près ou de loin, oui. Oui, il refusera. Parce que imaginez que ce soit François Hollande, par exemple. François Hollande, ils sont en guerre depuis que Jean-Luc Mélenchon a quitté le PS, donc en 2008. Et c'est un combat à mort. Donc François Ruffin, par exemple, on ne peut pas imaginer que Jean-Luc Mélenchon se fasse doubler par François Ruffin, dont il considère qu'il lui doit tout en quelque sorte. Donc il n'y a aucune configuration possible où Jean-Luc Mélenchon accepterait d'être derrière quelqu'un qui ne soit pas un insoumis. Donc, il ne voudra pas être derrière quelqu'un, et par ailleurs, personne ne veut qu'il soit devant. Voilà. Donc, la gauche ça ne peut pas... est aussi une impasse électorale. Enfin, en termes de gouvernement, pas de Dans ce schéma-là, position. il essaiera de se mettre au-dessus et de distribuer les bons et les mauvais points du matin au soir. La gauche, il faut sans doute nuancer, parce que le nouveau Front populaire, ce n'est pas la gauche. C'est une alliance des gauches, irréconciliable selon certains, mais c'est un accord électoral de circonstance, dont l'enjeu premier est financier. Et à votre avis, elles sont toujours irréconciliables. C'est ce que montrent les prises de position. C'est ce que montrent les 2 dernières semaines de campagne de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. On en est toujours là. La thèse de Manuel Valls. Il y a quand même des lignes de divergence considérables. Alors, au-delà des questions de personnes qui sont importantes, évidemment aussi, lorsqu'on veut former une majorité, regardez sur le sujet du nucléaire. Je crois que le nucléaire n'est pas traité dans le programme du Front populaire. On voit bien que sur la question de la laïcité, il y a des gauches qui ne partagent pas la même vision, même sur la question de la maîtrise des flux migratoires. Donc, sur l'Ukraine, sur des tas de sujets, vous avez des lignes de fracture qui sont importantes. Mais comme cette union a été créée dans l'urgence, eh bien évidemment, on a laissé la poussière sous le tapis. En tout cas, il ne participera pas au débat. Gabriel Attal, vous y faisiez allusion, qui participe demain au premier débat très important sur TF1 entre lui, Jordan Bardella, et Manuel Bompard. Le Premier ministre, il regrette. Il a réaffirmé son souhait d'être Premier ministre et de diriger le pays, mais dans ces conditions, il devrait venir débattre avec moi. Comme le fait Jordan Bardella, plutôt que d'envoyer son porte-parole Manuel Bompard. Bah oui. Eh ben oui, vous dites oui. Et pourquoi il ne va pas, Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'on ne veut pas de lui ou parce qu'il ne veut pas y aller? Parce que même sa famille politique considère que c'est un repoussoir pour un certain nombre de... Et lui, il considère que ce n'est pas de son niveau. Lui, il voudrait débattre avec Macron. C'est ça son niveau. C'est lui qui estime ça. Même, disons que le camp présidentiel, on voit bien pourquoi ils font ça. Ils font ça pour essayer de faire exploser l'union de la gauche avant le premier tour et dire aux sociodémocrates, vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous allier avec ces gens-là. François-Xavier, il ne peut pas aller au débat ou il ne veut pas? Non, alors effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est s'abaisser de débattre avec un Premier ministre, alors que son opposition frontale, elle est avec Emmanuel Macron. Cela dit, il envoie quand même son numéro 2, ce qui signale aussi la mainmise de la France insoumise sur le nouveau Front populaire. C'est pas Raphaël Glucksmann qui a réveillé la gauche aux élections européennes, c'est pas Olivier Faure qui l'a ensuite récupéré, c'est le leader de la France insoumise qui participe au débat face au Premier ministre. C'est aussi une façon de faire monter en puissance cette figure qui n'est pas forcément très connue des Français, mais qui est un rouage essentiel du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.